Je me souviens d'un tweet d'Armstrong qui m'avait un peu attaqué en me disant attention Coco, j'espère que tu es sûr de tes infos. Je pense que le cyclisme va mieux d'une façon générale, mais je pense qu'il y a encore des tricheurs. C'est parce que c'est une déflagration, parce que Thibaut, on ne le saura jamais, mais peut Ouais. gagner le Tour de France. Salut à tous, c'est l'une des voix les plus connues du cyclisme à la télévision. Aujourd'hui, il a accepté de nous recevoir à Paris, au siège de France Télévisions, pour nous parler de ses anecdotes les plus folles de sa relation avec les coureurs du Tour de France, mais aussi les moments les plus marquants de sa carrière de journaliste. Alors sans plus attendre, la face cam de Nicolas G, c'est maintenant. Alors, bonjour Nicolas G. Bonjour. Merci de nous recevoir ici donc au siège de France Télévisions à Paris. Donc vous êtes journaliste sportif depuis plus de 15 ans à France Télévisions. Ouais. Alors pourquoi avoir choisi le métier de journalisme? Parce que ça paraissait assez évident. J'étais fan de sport, de foot, de tennis, de vélo évidemment, de triathlon et j'avais envie de parler de tout ça. Et donc voilà, j'avais envie de bosser dans le sport. J'avais fait un stage au ministère des Sports, ça m'avait plu, mais je ne me voyais pas dans ce milieu-là et je me voyais être journaliste. J'avais envie de travailler à la télé, de commenter des courses ou des matchs, de faire des reportages. Donc c'était assez naturel. Ça s'est fait assez naturellement parce que par passion, quoi, par passion du sport. Et c'est une passion qui a duré depuis tout petit. Dès l'instant où vous avez commencé à grandir, vous êtes dit ouais, je vais être journaliste. Non, pas dès que j'étais petit, mais c'est vrai que j'étais passionné de sport depuis le début, foot, tennis, hockey sur glace, enfin plein de sports que j'ai beaucoup pratiqués. Et je pense que comme plein de gamins ou gamines, j'aurais voulu être tennisman, footballeur, enfin voilà, et ça s'est pas fait. Et tant mieux, remarquez. Mais ça a été le prolongement après, ça a été le prolongement. Mais je me le suis dit plutôt à l'adolescence. Voilà, j'ai pas, à 5 ans, je me suis pas dit je vais être journaliste. C'est plus après, en réfléchissant à ce que je voulais faire, j'avais envie de bosser dans le sport. Donc ça s'est fait plutôt au lycée, quoi, en première ou en terminale, où j'ai réfléchi pas mal à ça. Ouais. Donc de manière générale, vous pratiquez beaucoup de sports, notamment le triathlon en compétition. Est-ce que dans votre métier, cela vous aide parfois à comprendre le sacrifice du travail ou la douleur d'un effort d'un sportif? Alors oui, ça m'a permis, parce que ça fait bien 4 5 ans que j'ai pas fait de compète ou de course, mais ça m'a permis aussi surtout d'être un peu plus crédible aux yeux des sportifs, notamment des cyclistes ou des triathlètes, parce que je sais de quoi c'est-à-dire qu'on a à peu près le même langage. Quand il me parle de matos, quand il parle de certains modèles de roues, s'il me parle de seuil d'aérobie, de physiologie, je sais de quoi ils parlent et je comprends ce qu'ils disent et je peux répondre et parler avec leur vocabulaire. Ça, c'est important. Je ne suis pas sûr qu'on soit obligé d'avoir été un très bon sportif ou d'avoir pratiqué le sport qu'on commente pour être un bon commentateur. C'est mieux, bien sûr, parce qu'on sait à peu près enfin, on sait de quoi on parle. Et encore une fois, moi, j'ai jamais couru au niveau mondial. En vélo, pareil. Donc, on ne peut pas non plus se comparer. Oui, je fais pas mal de vélo. Oui, je sais ce que c'est que souffrir sur un vélo. Oui, je sais ce que c'est que monter un col. Ça, c'est important pour savoir de quoi on parle. Mais encore une fois, moi, j'ai jamais été en série championnat du monde. J'ai jamais fait les Jeux en triathlon. Donc, faut rester à sa place par rapport à ça. Mais ça peut être qu'un plus, oui, ça, c'est sûr. D'accord, donc on va passer un petit peu donc, à la parenthèse, on va dire cyclisme. Alors comment s'est passé un petit peu les premiers moments à France Télévisions? Vous n'avez pas tout de suite été sur la moto, vous avez d'abord couvert un peu la grande boucle et les événements cyclistes. Comment ça s'est passé? Ben, en fait, mon premier reportage vélo, je me souviens, c'était enfin, j'ai fait des reportages un petit peu de vélo, notamment, je me souviens, les critériums d'après-tour avec Virenque et tout ça. Mais mon premier vrai reportage vélo, c'était en 2006. C'était sur Paris-Roubaix avec Hervé Duclos-Lassalle qui faisait Paris-Roubaix pour la première fois. euh, Peut-être 20 ans ou un peu plus de 20 ans après, un peu plus de 20 ans après la dernière victoire de son père, Gilbert Duclos-Lassalle. Et puis, en fait, ce sujet a plu à mes chefs. Et puis, petit à petit, je me suis mis sur le vélo. On m'a proposé de faire le Tour de France 2006 pour Stade 2, où là, il y a eu toutes les affaires de dopage, Basso, Sevilla, toute l'affaire Puerto. Donc, je suis parti après sur le vélo, parce qu'il fallait aussi se spécialiser sur un sport. Et voilà, donc j'ai couvert de plus en plus le cyclisme.
le retour d'Armstrong, toutes ces affaires-là, le côté sportif et extra-sportif donc et puis après je suis monté sur la moto en 2010 où il a fallu apprendre tout ça parce que c'est pas facile et après je me suis vraiment spécialisé sur le vélo, heu j'ai commencé à faire la moto que j'ai fait après sur le Tour de France pendant presque 10 ans. Justement, le Tour de France, tu en parles. Quelle relation, tu as avec la grande boucle? Et ben, c'est un peu haine-amour parce qu'en fait je je prends moins de plaisir sur le Tour de France que sur les autres courses de façon un peu paradoxale. C'est-à-dire que le Tour de France, c'est très gros. Le Tour de France, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de pression, c'est une grosse machine où je trouve qu'on a moins de contact avec les coureurs que sur les autres courses. Donc évidemment, j'ai toujours pris ça comme une chance et un privilège de faire le Tour de France, mais peut-être je préfère être au contact des coureurs sur des reportages. Je préfère être avec les coureurs peut-être sur des plus petites courses que sur le Tour de France où là c'est une grosse caisse de résonance, c'est une grosse machine. Heu, Après on se rend pas compte en fait nous de justement de l'impact du Tour de France pour les gens, mais après les gens vous en parlent tout le temps, tout le temps, tout le temps du Tour de France, ils vous ont vu, vous ont entendu. Heu, donc voilà, je suis aussi conscient que le Tour de France nous apporte une énorme lisibilité et ça reste une chance de faire le Tour de France. Faut pas se voiler la face et moi la moto, ça fait fantasmer les gens à chaque fois cette place au milieu du peloton comme ça, d'être privilégié, d'être au milieu de la télé finalement, aux côtés des coureurs, de les entendre respirer, de les voir, d'être si près d'eux, c'est quelque chose qui fait rêver les gens. Heu, donc voilà, après le Tour de France, bah, c'est aussi beaucoup de temps, c'est des sacrifices parce que voilà, où on voit moins ses proches donc il y a un peu de tout ça. Mais c'est d'abord une chance de pouvoir suivre le Tour de France comme on le fait nous à France Télé. Faut être réaliste. À travers vos reportages, mais aussi vos interviews, d'après et d'avant-course, quel sentiment vous traverse l'esprit, lorsque vous interviewez un vainqueur d'étape, au bout de l'effort ou alors un coureur avant une échéance, importante au départ d'une grande course, que ce soit sur le Tour de France ou même d'autres courses? Quel est votre sentiment? Bah, j'ai envie de dire, qu'il ne faut pas avoir de sentiments en fait, il faut avoir préparé ce qu'on va faire. Alors quand c'est un vainqueur d'étape ou le maillot jaune ou quand je suis au protocole, on n'a pas le temps de préparer, ça se fait très vite, ça se fait dans l'instant, ça se fait dans le voilà, mais il n'y a pas vraiment de sentiments à avoir, c'est plus après qu'on a des sentiments. Là, c'est de travailler quoi, être dans le contrôle, avoir pensé à ces questions, essayer d'être propre à l'antenne, donc d'être bon à l'antenne, de poser la bonne question au bon moment. Donc j'ai envie de dire, il faut un peu se déconnecter des sentiments là, faut pas qu'il y ait d'affect. Alors des fois, c'est des coureurs qu'on connaît, qu'on aime bien. Hier, Romain Bardet qui fait Mmh. deuxième de Liège-Bastogne-Liège. Moi, j'étais avec lui il y a 15 jours à Tenerife, donc il y a une forme d'empathie, on est content pour lui. Mais à l'antenne, il faut se dégager de ça et il faut être le plus professionnel possible. En fait, quand on est à l'antenne, il faut être professionnel, toujours. Donc, c'est réfléchir à ces questions, poser la bonne question au bon moment, c'est surtout ça. Les sentiments, ça, c'est après qu'on se dit: «Ah, c'était sympa. Ah, j'étais un peu stressé, j'avais un peu peur», mais il faut rester un peu froid, j'ai envie de dire. Ça ne veut pas dire qu'à l'antenne, il ne faut pas mettre un peu de chaleur, un peu de rondeur, mais il faut être dans le contrôle. Est-ce que justement tu as des petites anecdotes, avec des coureurs, lors d'interviews ou autres? Ah, j'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup. Sur le Tour de France, je me souviens d'une interview, en 2014, c'est l'avant-dernier jour, c'est le contre-la-montre avec Jean-Christophe Perrault, qui était troisième, je crois, avant ce chrono, et Thibaut Pinot deuxième et Nibali premier. Et en fait, je suis à l'arrivée, et j'ai suivi Jean-Christophe depuis longtemps, lui je le connaissais très bien et tout ça. Je suis en direct pour France Télévisions, donc il attend mon interview. Et là, il y a mon rédacteur en chef, j'attends son go dans les oreilles pour commencer l'interview, et surtout j'attends qu'il me dise le temps de Jean-Christophe Perrault, la place. Et en fait, il me dit, j'attends pour pas dire de conneries, parce que si je lui dis une connerie Mmh. et que je lui dis qu'il va être deuxième du Tour de France, ça peut être une fausse joie évidemment. Et j'attends, et il me dit, c'est bon, il est deuxième du Tour. Et je lui dis, t'es sûr, t'es sûr? Il me dit oui. Et je lui dis, Jean-Christophe, vous êtes deuxième du Tour. Et il se met à pleurer. Et Ouais, je me c'est souviens. un moment très 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 fort, parce que justement, je le connaissais très très bien, et que on avait une complicité ensemble. Mais derrière, ça ne devait pas être palpable. Évidemment, on était dans un truc assez de bonheur, assez de joie.
Mais ça, c'était un super souvenir, mais j'en ai plein avec Thomas Voeckler pour ses adieux. Voilà, il y a aussi les interviews avec Landis après son contrôle positif qui là a Mm. été importante pour ma carrière, parce que j'étais le premier à le faire. Et donc là, il y avait beaucoup d'enjeux, c'était important. Les interviews avec Lance Armstrong, enfin, il y a eu plein de choses comme ça. Il y en a plein des souvenirs. Ouais. Parce que c'est vrai que pour rappel, pour les gens qui nous regardent, vous êtes la première personne à avoir eu Landis en interview sur Ouais, Stade 2, il me semble, ouais, exactement. où il vous a déclaré et vous a avoué que en fait, il s'était dopé. Alors non, c'est pas à moi. À ce moment-là, il mentait encore. Il disait qu'il ne savait pas ce qu'il y avait, que c'était peut-être de la bière, que c'était peut-être autre chose. J'étais le premier à l'avoir en interview où il essayait de s'expliquer, de justifier son contrôle positif à la testostérone. Et plus tard, il nous a expliqué pourquoi il s'était dopé. Et surtout aussi, on a été les premiers hors. Il y a eu les Américains, mais on était les premiers en Europe à avoir l'indice qui balançait tout sur Armstrong. Les autotransfusions, US Postal. l'EPO dans le frigo, tout ça, les autotransfusions à neuf dans le bus, enfin des trucs hallucinants et qui ont fait tomber ensuite Armstrong. Et là, on était les premiers journalistes européens, même les premiers tout court hors États-Unis à avoir ça en télé. Mais oui, c'est pour ça que ma carrière, elle est un peu liée à Floyd Landis, qui a été là dans les moments importants. C'est marrant, hein. Mais voilà, oui, ça, c'est des souvenirs forts. Ouais. Justement, quand vous vous rappelez de tout ça, finalement, quel sentiment vous vient à l'esprit de vous dire qu'en fait, il a triché, il a menti. Puis ensuite, on a appris l'US Postal, Armstrong, etc. Dans un premier temps, vous avez dû être un peu choqué, un peu. Non, j'ai pas été choqué parce on savait déjà, l'équipe avait sorti des choses déjà sur Armstrong, donc qui essayait de se racheter une conduite, mais on savait déjà qu'Armstrong, il y avait des choses évidemment plus que louches. Donc non, j'ai pas été surpris. Sur l'N10 non plus, on n'a pas été surpris parce qu'il avait fait des trucs surnaturels sur le Tour de France. Donc non, on n'est pas surpris, mais par contre tout ça quand on le fait est un peu lourd parce que il y a des enjeux, parce qu'il y a de la pression, parce que les enquêtes derrière, vous avez des retours de bâton, des gens qui peuvent vous menacer. Moi j'avais eu, je me souviens, un tweet d'Armstrong qui m'avait un peu attaqué en me disant attention Coco, j'espère que tu es sûr de tes infos. Puis un mois après il est tombé. Donc, mais voilà, je me souviens, j'avais eu des coups de fil même de Johan Brunel, son ancien manager, savoir comment tu as eu tes infos, tout ça. Euh, donc c'est pas être choqué parce qu'on est surpris de rien, surtout dans le vélo, mais, euh, mais c'était des grosses affaires, ouais, c'était des grosses affaires. Ça fait peur lorsque voilà, on a des tweets d'Armstrong, des sortes de petits coups de pression qui Ça fait pas viennent. peur, ça fait pas peur. Disons que c'était presque le début de la fin pour Armstrong, donc ça Mhm. allait. Par contre, Armstrong tout puissant, oui, je comprends que des gens comme Damien Ressio qui ont été menacés par lui, ou des gens comme Paul Kimage, ou Betsy Andreu, eux, menacés par Armstrong, le Armstrong du temps de sa splendeur, là, ça peut être impressionnant. Et ça pouvait être parce qu'il vous détruisait, quoi. Moi, c'est arrivé, il était en train de tomber. Donc, mais ça peut être impressionnant, oui, quand on fait des enquêtes, ça peut être un peu lourd à porter, même les menaces ou les menaces de référé, les menaces de diffamation. Ça, il faut être. En fait, la seule réponse qu'il faut apporter à ça, c'est d'être solide dans son travail, dans son enquête, pour rien avoir à craindre, quoi. Mais l'enquête, c'est un peu lourd. Ouais. Thierry Vildary, ici, pourrait vous en parler. Il fait beaucoup d'enquêtes. Moi, j'ai un peu arrêté parce que des fois, c'est un peu pesant. Mais c'est pas facile. C'est le genre noble, mais le plus noble, je pense. Mais c'est pas facile à assumer tout le temps. Parce que le dopage dans le cyclisme, c'est vrai que aux yeux du grand public, c'est assez pointé du doigt, encore maintenant, avec toutes les affaires qui se sont passées, mais pourtant le cyclisme est devenu propre. En tant que journaliste, parfois, est-ce que vous avez eu des doutes sur la performance de coureurs, que ce soit récent ou. Très souvent. Très souvent. Et encore maintenant, j'ai des doutes. De toute façon, il faut avoir des doutes. J'ai pas de preuves. Donc voilà, j'ai jamais rien sorti. Quand il y a eu l'affaire Froome, euh, on l'a interviewé, on a sorti des sujets dessus. Voilà, Contador pareil. Mais bien sûr que quand je vois une course et des performances hors normes, bien sûr je me pose des questions et on a des débats entre nous. Mais à un moment, quand on n'a pas de preuves, on se tait.
Voilà, mais bien sûr que ça fait partie mais dans le vélo comme dans les autres Oui, sports. bien sûr, oui, oui. Parce que moi, quand j'entends qu'il y a pas de sport, il y a pas de dopage dans le tennis ou dans le foot, je pense que c'est faux. Bien sûr qu'il y a du dopage et c'est logique qu'il y ait du dopage dans les sports, que des gens essayent de tricher. Mais moi, je suis pas totalement d'accord avec vous. Je pense que le cyclisme va mieux, d'une façon générale, mais je pense qu'il y a encore des tricheurs. Pourquoi pourquoi il y aurait plus de tricheurs? Et en revanche, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de contrôles positifs, mais dans le vélo comme dans les autres sports. Mais bien sûr qu'il y a des doutes, bien sûr qu'il y a des questions qui se posent. Après, ça vient pas forcément à l'antenne, parce que des fois, on n'a pas Oui. d'informations. Et puis surtout, quand on commente, c'est pas facile non plus. C'est-à-dire qu'on est dans l'instantané, on est dans le live, on est là pour commenter une performance, et on n'a pas. Bien sûr qu'on peut avoir des convictions en disant lui j'y crois pas, mais on n'a pas d'infos, on n'a pas les. On peut avoir les watts, mais ça c'est les watts et la puissance développée, c'est des preuves indirectes, mais légalement, juridiquement, ça vaut rien. Donc en fait, si on n'a pas de contrôle positif, si on n'a pas des témoignages, bah, on ne saura rien, quoi. Alors voilà, on peut exprimer des doutes, mais ça ira pas plus loin, quoi. Je vais rebondir un petit peu sur, la relation donc, avec Jean-Christophe Perrault, Romain Bardet. De manière, générale, quelle, relation avez-vous avec les coureurs français ou certains coureurs français? Alors, on parlait justement de Perrault, de Pinot, de Pierre Rolland, on disait Romain Bardet. C'est des gens, pas de ma génération parce que je suis plus vieux qu'eux, mais où il y avait un peu plus de complicité. Thomas Voeckler parce qu'ils étaient plus proches de ma génération. Donc il y a eu une vraie complicité avec Thibaut, avec Romain, avec Warren Barguil. Euh, Avec la génération qui arrive, les Romain Grégoire, les Lenny Martinez, je les connais beaucoup moins. Voilà, j'ai 48 ans, je pourrais être leur père. Il y a beaucoup moins d'atomes crochus. Pas qu'en fait on ne se parle pas, mais déjà je les vois un peu moins. Et puis c'est vrai qu'on n'est pas du tout de la même génération, quoi. Un peu plus avec Valentin Madoise ou avec un garçon comme Rudy Mollard, mais qui sont déjà un peu plus des anciens. Oui. Mais c'est vrai que les jeunes, là, je les connais un peu moins finalement. C'est Alex Pasteur qui les a plus fait en reportage que moi. Donc il y a Pu ou David Godu, ils sont beaucoup plus jeunes, on n'a pas des centres d'intérêt communs, ils n'ont pas forcément d'enfants. Parce que c'est vrai que quand je croisais un Sylvain Chavanel, Romain Bardet, bah, on parle de nos enfants, on se dit tiens comment va ton fils et toi, tout ça. Il n'y a plus forcément, il y a plus forcément ça. Mais ça c'est logique. Voilà. Après j'ai toujours ces affinités avec les coureurs dont je parlais là. Et justement cette jeune génération, elle incarne en fait, le vélo d'aujourd'hui. Donc, pas forcément le même vélo qu'il y a 10 ans ou même 5 ans. Et sur le plateau de Vélo Club, Thibaut Pinot en avait un peu parlé lors de la précédente édition du Tour de France. Comment vous qualifierez, le cyclisme d'aujourd'hui, en ce moment même? C'est difficile de parler en général du cyclisme, mais il y a beaucoup d'excellents coureurs qui arrivent, mais je le qualifierais d'ultra professionnels. Je parlais justement de ça avec Romain Bardet il y a 15 jours, 3 semaines, et il me disait, moi, avant j'étais au millimètre, je partais en altitude, j'étais un des seuls à faire tout ça. Résultat, bah, j'étais un des meilleurs, de podiums sur le Tour de France. Il dit maintenant, tout le monde fait ce que je faisais, et résultat, ce que je fais, ça vaut un top 10 voire un top 20 sur le Tour de France. Parce que tout le monde travaille au millimètre, travaille de façon scientifique, en altitude. Voilà, il y a cette préparation. On parle des jeunes, de Lenny Martinez, de Romain Grégoire, de Godu, de tous ces gens-là à Cosnefroy. Ils font tous la même chose, ils vont en altitude, ils bossent vraiment de façon ultra professionnelle. Mais tous les jeunes qui arrivent, les Ayuso, toute cette génération. Et donc, il y a une précocité qu'il n'y avait pas avant. Thibaut Pinot, il a éclos assez tôt, mais plutôt 22-23 ans, Romain Bardet un peu après. Et là, ils arrivent tous. Pogacar à 21 ans, il gagne le Tour. Enfin, voilà, c'est cette génération je dirais les deux mots, c'est précocité et hyper professionnel. On va donc passer maintenant à la partie un peu plus, Nicolas G. Nicolas G, donc le commentateur, du Tour de France. Depuis 2021, vous êtes sur l'édition, féminine. Euh, comment, se passe donc, l'édition féminine en tant que commentateur principal? Bah, j'ai envie de dire comme le Tour de France homme. Alors moi, le Tour de France homme, je commente, je remplace Alexandre Oui, en Pasteur, tant que ouais. voilà, sur ses journées de repos, et c'est Alex le numéro un. Mais j'ai envie de dire que c'est la même chose. En tout cas, moi, je le prends exactement. Je considère il faut commenter exactement la même façon qu'on commente les hommes, c'est-à-dire des performances sportives. Et là, le Tour de France femmes, c'est plus court. Les étapes ne sont pas en intégralité, mais c'est quasiment le même dispositif maintenant. France Télévisions fait énormément d'efforts pour couvrir les femmes
comme elle le fait pour les hommes. Et donc, c'est la même préparation, c'est-à-dire travailler, regarder des courses, faire des fiches, euh, commenter de la même façon, parce qu'il est loin le temps où on commentait les femmes différemment, et où des fois, certains commentateurs pouvaient avoir des réflexions un petit peu, pas déplacées, mais qui n'auraient plus lieu d'être maintenant. Voilà, c'est des sportifs, des championnes, qui réalisent des performances, et nous, on commande ça de la même façon que les hommes. En tout cas, c'est ma façon de voir le sport féminin ou le cyclisme féminin, quoi. Et comment ça se passe une journée avec Nicolas G sur la grande boucle, la préparation, le direct, etc. Comment ça se passe un petit peu Ben, en fait, c'est le matin, on bosse le roadbook de l'étape, on regarde pour qui pourrait être cette étape, on regarde les forces en présence, on voit si c'est pour les sprinteuses, alors, ou sprinteurs si c'est des hommes, mais si c'est plus pour les grimpeuses, les puncheuses. Euh, et voilà, on essaye de voir un petit peu ça, de bosser la start list, de voir ce qui s'est passé la veille, de rebosser bien les classements. On arrive assez tôt, en général vers 11h midi sur la ligne, pour bosser un petit peu, discuter avec moi, Laurent Jalabert, ou Marion Hérault-Garnier qui est sur place aussi, qui est sur la moto. On se passe des coups de fil. Et puis après, c'est le direct. Après, c'est l'émission de débrief. Et puis après, voilà, retour à l'hôtel. Et puis ça pendant une semaine, sur le Tour de France homme pendant 3 semaines, où là, moi, j'ai un rôle un peu différent. Mais voilà, c'est animer aussi toute une équipe, discuter beaucoup le soir, débriefer. Et voilà comment ça se passe, quoi. Si tu avais un seul souvenir à garder d'un direct en tant que commentateur ou même sur la moto ou depuis que tu couvres le Tour de France de manière générale, ce serait lequel? Euh, J'en ai beaucoup, mais je, je dirais que 2011 peut-être, le dernier contre-la-montre à Grenoble. Moi, je suis derrière Cadel Evans. On l'a suivi sur la reconnaissance un mois avant de ce contre-la-montre. On a senti qu'il se passerait un truc avec Cadel Evans, et je commente le contre-la-montre. Je suis sur la moto derrière lui, et je sens que, en fait, là, je me dis, il est en train d'écrire, il est en train de faire un truc, il est en train d'écrire l'histoire. Et en fait, il est en train de gagner le Tour de France sous mes yeux là. C'était quelqu'un que j'appréciais. En plus, je pense qu'il est un garçon intègre, un garçon intéressant, un peu hors norme, un peu étrange, mais, euh, mais là, je me dis, là, il se passe un truc devant moi, ouais, ouais. Ça, c'est un contre-la-montre. Pourtant, les contre-la-montre, c'est toujours un peu différent. Mais ouais, ça, c'est sûr. Et puis sinon, suivre Thibaut Pinot pour le documentaire qu'on avait fait en 2019 Ah oui, avec Brice Bobby, ça a été extraordinaire, ouais, parce celui-là était que magnifique. ça a été extraordinaire. Et puis ça a été un ascenseur ascensionnel. Moi, j'étais là quand la fameuse scène avec Marc Madiot, j'étais à l'hôtel, et Brice Bobby, le caméraman, me dit viens voir, il me montre les trucs. Moi, j'étais en larmes, en fait. J'étais en larmes, et je me dis si moi je suis en larmes là, les gens, ils vont être pareils, ils vont être pareils. Et puis j'avais une relation particulière avec Thibaut. C'était beaucoup, beaucoup d'émotions cette année-là. Donc ouais, ça serait aussi ce souvenir-là, ouais. Ouais. Justement, je souhaiterais revenir sur cette édition 2019, parce que alors, moi j'avais 16 ans à cette époque, et cette édition 2019, elle m'a fait autant sourire que pleurer. Pour le contexte, pour les gens qui nous regardent, Julien Lafilippe est en jaune, Thibaut Pinot est l'un des favoris, si ce n'est le favori de ce Tour de France au fur et à mesure des étapes. Et nous sommes à la 19e étape, et en haut de l'Iseran, l'orage, et l'étape est arrêtée pour la première fois sur un Tour de France. Elle n'ira pas au bout de son terme. Cette édition 2019, elle est si folle, mais à la fois si triste. Quel souvenir as-tu de tout ça, tous ces événements réunis? Bah moi, j'étais à Tignes à ce moment-là. J'étais à Tignes à l'arrivée. Justement, j'étais en train de monter le documentaire sur Thibaut Pinot. J'étais au montage de ça, et je vois les images de Thibaut, parce que nous, on n'était pas au courant. Notre caméraman ne nous l'avait pas dit. Il voulait rester dans le secret avec Ah d'accord, Thibaut. donc c'était pas... Et j'apprends ça, et je vois ça, et en fait, je tombe des nues. Et je me dis, au début, je me dis, mais notre documentaire, comment on va faire, quoi? Et puis je vois l'abandon de Thibaut, j'hallucine, alors qu'il avait été tellement fort. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. La veille, je le voyais, il pédalait pas pareil. Je me suis dit, il est malade, il a quelque chose. Je le trouvais pas dans son assiette, mais je savais pas. Et je prends ça dans la gueule comme tout le monde. Et en fait, j'étais pas en larmes, mais c'est vrai que j'étais touché.
je me dis, et le docu, comment on va faire? Parce que on était peut-être en train de monter le docu pour la victoire finale à Paris, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça a été plein de sentiments, ouais. Et à côté de ça, je suis à l'hôtel quand Thibaut arrive avec son frère, avec ses parents. Il y a toute cette émotion-là. Et comme je te disais, on est journaliste, donc on doit être dans le contrôle aussi. On ne doit pas forcément être dans l'émotion. Et puis on était dans Vélo Club. Après cette étape un peu surréaliste, on était tous un peu abasourdis. Mais moi, ce jour-là, c'est clairement l'abandon de Thibaut dont je me souviens parce que c'est une déflagration, parce que Thibaut, on ne saura jamais, mais peut Ouais. gagner le Tour de France, peut faire podium en tout Mm. cas. Et, euh, et oui, c'est la fin de plein de choses ce jour-là. C'est la fin de plein de choses. Et nous, derrière, on doit se remettre au boulot parce qu'il y a le documentaire, je te dis, il y a cette scène hors norme et magnifique de Thibaut Pinot avec Marc Madiot quand il est en larmes. Il faut qu'on monte cette scène-là, on continue. Et voilà, on n'a pas on ne doit pas s'arrêter parce que Thibaut s'est arrêté. Au contraire, on doit continuer le documentaire. Donc, ouais, c'est plein de sentiments mêlés, ce Tour de France-là. Et c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté ce jour-là. Ouais. Et cette édition de 2019, vous avez très vite compris, vous les journalistes, qu'on allait vivre quelque chose de magnifique dès l'instant où Julien gagne à Épernay. Ouais, mais moi, j'ai jamais cru que Julien pourrait gagner le Tour de France. Je me suis dit, bon, il faisait des choses. Moi, j'étais focus, en effet, sur Thibaut. Oui, avec le reportage. Et parce que je pensais pas que Julien allait aller si loin, allait être si fort sur le contre-la-montre à Pau, sur le Tourmalet, garder le maillot jaune. Je pensais pas qu'il serait si fort. Et il a été bluffant, quoi, presque jusqu'au bout. Euh, Peut-être que lui aussi aurait pu gagner le Tour de France. On ne sait pas. C'est pareil, ça s'est pas fait. On ne saura jamais si l'étape va au bout. Je pense pas, malgré tout. Ouais, je pense aussi. Mais oui, oui, c'est passé. Voilà, pour les Français, c'était Ouais, un c'était magnifique. ascenseur émotionnel avec de très grands moments. Saint-Étienne aussi, quand ils partent tous les deux, c'est Ouais, tous les deux, extraordinaire. oui. Enfin, euh, le Tourmalet, évidemment. Pradalbi, qui est pour moi l'étape la plus belle de Thibaut, où il n'a jamais été aussi fort. Le lendemain de Tourmalet, où il fait deux. Oui, il y a plein de choses, ouais. Justement, pour rebondir sur cette victoire française sur le Tour de France, euh, beaucoup de personnes, le grand public en général, se questionnent toujours chaque été pourquoi aucun Français ne gagne le Tour de France actuellement. Pourquoi on a une aussi longue disette, en quelque sorte. Euh, comment vous pourrez expliquer cela? Bah, parce qu'on n'a pas le coureur qui est capable de le gagner. David Gaudu, on a cru à un moment qu'il était. Et il est très fort, David Gaudu, mais quand on voit les avions qu'il y a devant, les Vingegaard, les Pogacar, pour l'instant, bah, les Français, ils ne sont pas à ce niveau-là. Ils sont très forts, franchement. Voilà. Alors, est-ce que Lenny Martinez sera capable d'aller gagner le Tour de France? C'est peut-être pour l'instant, enfin, celui qui sera en capacité de le faire dans les prochaines années. Mais on a eu Thibaut, on a eu Romain, David Gaudu a fait quand même quatrième. David Gaudu, il en a pris plein la gueule aussi, mais honnêtement, c'est très fort ce qu'il fait. Oui, oui, Parce mais que on ne se quand rend vous pas faites compte. cinquième, sixième, septième, on vous dit ouais, mais il n'a pas d'ambition. Bien sûr que David Gaudu, il a des ambitions. Bien sûr qu'il a énormément de talent. C'est un gars qui a 92 de VO2 max, c'est-à-dire des références physiologiques hors normes. C'est aussi un type hors norme. Sauf qu'à un moment, il tombe devant des gars qui sont plus forts. Bon ben voilà, pour l'instant, on n'a pas le coureur qui peut gagner le Tour de France. On ne l'a pas. Et encore une fois, c'est pas minimiser ce qu'on fait. Parce que Romain Bardet, ce qu'il a fait aussi, c'est énorme. Deuxième et troisième derrière Froome. Voilà. Mais en attendant Lenny Martinez, je pense que c'est lui peut-être le mieux placé. On n'a pas de coureur aujourd'hui capable de le gagner. Je ne vois pas cette année un coureur qui pourra aller le gagner. Parce qu'on ne se rend pas compte en fait, aussi du niveau qu'ont les coureurs aussi au-dessus au classement. Quand David Gaudu fait quatrième, on ne se rend pas compte aussi que devant, c'est des coureurs aussi de catégorie hors norme. Ah bah enfin si, je pense qu'on commence à se rendre compte du niveau d'un Vingegaard qui l'année dernière écrase tout le Oui. monde, d'un Pogacar. De toute façon, quand ces garçons-là sont au départ et qui sont au départ à 100%, les autres courent pour être deuxième ou troisième. Et ça sera encore le cas cette année. On ne sait pas si Vingegaard sera rétabli au départ après sa blessure. Mais là, on se dit, voilà, quand on prend les choses à froid, de façon objective, David Gaudu, normalement, cette année, ça va être compliqué de gagner le Tour de France. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas bon et qu'il Bien ne sûr. va pas faire tout ce qu'il peut. Mais il a, objectivement, par rapport à Pogacar et Vingegaard, il n'a pas leur niveau. Par contre, derrière,
il y a 5-6 coureurs qui se tiennent pour aller chercher la troisième place. Tu as écrit plusieurs ouvrages sur l'école, mais aussi sur les victoires françaises. 25 victoires françaises qui font le Tour de France. Pour toi, quelle est la plus belle? Je, je dirais maintenant, avec le recul, les victoires ou la victoire à Digne-les-Bains de David Moncoutier. Parce que David Moncoutier, il était à une époque où justement il y avait beaucoup de dopage, où il était, où il était pas à armes égales et où il allait remporter une étape alors qu'il aurait mérité de remporter le Tour de France. Et symboliquement, je pense que ce qu'a fait David Moncoutier était extraordinaire et que ces victoires, elles rapportaient un tout petit peu de lumière pour les coureurs français, un peu d'espoir au moment où c'était très dur. Après, la victoire de Thomas Voeckler à Bagnères de Luchon, si je ne dis pas de bêtises, où il passe les 4 cols pyrénéens en tête, ça aussi c'est une masterclass, Et après l'épopée c'est du... exceptionnel, ouais, c'est exceptionnel. Netflix a sorti une série sur le Tour de France, immersion avec les coureurs, un peu à l'instar de la Formule 1. D'ailleurs, ça a complètement changé le monde de la Formule 1 actuellement. Euh, Est-ce que vous l'avez regardé? Et qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de cette série? J'ai regardé que le premier épisode l'an dernier, j'ai peut-être eu tort, mais j'ai pas continué parce que je pense que, alors, il paraît que là, les épisodes cette année sont formidables, mais j'ai pas appris grand-chose et j'aurais peut-être dû regarder, mais voilà, je vois assez de choses de vélo, je parle assez vélo, je vis assez vélo pour pas l'avoir regardé, parce que je j'étais pas plus enthousiaste que ça. Il faudrait que je les regarde. Voilà, c'est très très bien fait. Encore une fois, nous, le docu qu'on a fait sur Pinot, on l'a sorti voilà, dans la nuit. On l'a monté dans l'urgence, eux, ils ont beaucoup, beaucoup de moyens, c'est fait autrement. Mais encore une fois, c'est de la très belle qualité comme c'est faire Netflix, mais je ne suis pas allé au bout, je n'ai pas regardé, donc il faudrait que je regarde. Et le reportage, donc, je fais de nombreux reportages sur plusieurs sportifs, et notamment aussi beaucoup de cyclistes. Le reportage qui t'a le plus marqué, que tu as fait, qui t'a le plus Ah, ça marqué. restera celui sur Adrien Costa, parce que c'est sans doute la plus belle rencontre que j'ai jamais faite. Alexis Anquin, j'ai rencontré plein d'autres gens passionnants et inspirants comme Alexis Anquincan, comme Thibaut Pinot, mais le reportage sur Adrien Costa, ouais, c'est un mec inspirant, c'est un mec qui a du charisme, voilà, qui est bluffant, et je pense que c'est mon plus beau reportage, ouais. Ouais. Et c'est un sacré reportage qui fait beaucoup réfléchir aussi et qui t'a valu le micro d'or. Ouais, 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 ouais. Le micro d'or. Après, le docu sur Pinot voilà, a été aussi exceptionnel, pas parce que c'est moi qui l'ai fait, hein, et d'ailleurs c'est plus celui qui a beaucoup de mérite, c'est Brice Bobby qui a tourné tout ça. Mais celui-là aussi a été événement parce que tout ce qu'on a raconté sur ce Tour de France-là. Mais ouais, Adrien et Thibaut, c'était les deux plus beaux, je pense, les deux plus beaux reportages. Ouais. Justement, Brice Bobby, Arnaud Matteoli, Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert, Thomas Vauclair, toute cette équipe qui fait un peu le France TV Sport que nous, on regarde tous les étés finalement. Quelle relation, quel lien vous avez tous ensemble? Ah bah on n'a pas tous, j'ai pas les mêmes liens avec toutes les personnes que vous avez citées, mais Thomas Voeckler, je pense que je peux dire aujourd'hui que c'est presque un ami, on a vécu des tonnes de choses ensemble, les reconnaissances sur le vélo, les Tours de France ensemble, dans la voiture, sur la moto, donc Parce que lui, c'est ça aussi qui est fou maintenant, c'est qu'en fait, vous êtes passé en fait de quelqu'un qui commentait la prestation, un journaliste qui commentait la prestation de Thomas Vauclair, à finalement un collègue de boulot tout simplement. ouais, même un peu plus avec Thomas, parce qu'on a une vraie relation de complicité. On a vécu plein de choses ensemble. Avec Laurent Jalabert, c'est pareil. Donc oui, oui, là, il y a une vraie relation presque d'amitié et de confiance entre nous. Après, avec Alex Pasteur, c'est pareil. C'est un collègue, un super copain. Il y a globalement, avec la plupart des gens, une super ambiance. Puis il y en a d'autres avec qui on est juste collègues parce qu'on passe moins de temps ensemble. Mais Arnaud Matteoli, c'est pareil, c'est un ami. Enfin voilà, on partage plein de choses ensemble. Mais il y a, oui, globalement, une super ambiance au sein de l'équipe. Ouais. Comment vous imaginez votre futur dans 10 ans par exemple? Nicolas G dans 10 ans. Ah bah, c'est une très bonne question. Je sais pas. J'aurai 58 ans. J'aimerais bien refaire un peu plus de sujets longs, de documentaires, de ce genre de choses. Peut-être qu'un jour je serai un des chefs, je passerai peut-être dans l'encadrement parce que aussi pour aller un peu moins sur le terrain et puis pour essayer de transmettre. Donc c'est les deux pistes. Je ne sais pas si je serai encore sur le terrain sur les courses,
Mais ça peut être ça, l'idée de transmettre, ouais, un maximum aux plus jeunes, parce que je commence à vieillir, donc ça pourrait être l'idée, ouais. Si vous avez un message justement à passer à la jeunesse, aux jeunes comme moi ou comme beaucoup qui se lancent dans le journalisme, dans les événements sportifs, dans le vélo aussi. Bah, c'est d'abord de vouloir être journaliste avant d'être journaliste sportif, parce que c'est de vouloir apprendre son métier, de bien le faire, de maîtriser les techniques du journalisme, et qu'on soit après journaliste sportif, après économique, politique, peu importe, mais c'est la même façon de faire son travail. Après, on se spécialise dans le sport, mais quand on est capable de faire du sport, on peut faire toutes les autres choses. Mais c'est d'abord ça, d'apprendre bien son métier. Euh, on veut d'abord être journaliste. Après, on part dans le sport, mais c'est d'abord ça et se spécialiser ensuite et garder un esprit critique. La passion, oui, mais un esprit critique. On parlait tout à l'heure des doutes sur le dopage, sur la corruption aussi, parce qu'on parle du dopage, mais il y a plein d'autres choses dans le sport ou dans la société. C'est garder son esprit critique et puis surtout, pour moi, la base de ce métier, on n'en a pas parlé, mais c'est de vouloir raconter des histoires. Et donc c'est ça. On parlait d'Adrien Costa, de Thibaut Pinot, c'est raconter des histoires, garder ça, de vouloir raconter la vie des gens, raconter ce qui se passe. Une course, on raconte aussi une histoire. Et je crois que la base de ce métier, c'est de transmettre des infos, bien sûr, c'est de sortir des choses, mais c'est de raconter des histoires. Et en fait, moi, c'est ce qui m'anime depuis le début, dans tout ce qu'on a pu raconter, que ce soit les directs, les reportages, les documentaires, les reportages plus courts, c'est aimer raconter des histoires. Voilà, je pense que c'est ça. Vous n'êtes jamais lassé d'être journaliste? Si, souvent on est lassé, enfin, on est fatigué, il y a de la lassitude. Des fois, on a un peu ras-le-bol, mais c'est comme dans tous les métiers, parce qu'il ne faut pas fantasmer ce métier. Voilà, c'est exactement. Il y a aussi de la routine, il y a aussi de la fatigue, les transports, les voyages et tout ça. Ça paraît idiot ce que je vais raconter, ça paraît un Bien peu sûr, snob. Mais les taxis, les avions, tout ça, ça c'est fatigant. Donc oui, des fois on est lassé, mais c'est vrai que c'est rarement, souvent la même chose. Donc on essaye de se renouveler, oui. Euh, donc oui, il y a de la lassitude, mais par contre, il y a toujours la flamme quand même. Alors on va conclure cette vidéo par un traditionnel petit jeu. D'accord, donc ça s'appelle les 10, c'est 10 questions avec des réponses très rapides si cela est possible. Donc si vous êtes prêts, moi je suis prêt. Je suis prêt. Donc c'est parti. Alors votre édition préférée du Tour de France? Je vais dire 97, Virenque, deuxième, parce que j'étais passionné. J'étais jeune encore et je ne savais pas tout ce qui se passait. Mais malgré tout, j'avais encore un peu des yeux naïfs et d'enfant, entre guillemets, ou de jeune ado. Donc, ouais, Virenque. Votre pays coup de cœur? Les États-Unis, Tour de France masculin ou féminin? féminin. Triathlon ou cyclisme? Triathlon. La Picardie ou l'Île-de-France? La Picardie. Votre film préféré? Rencontre avec Joe Black. Votre épreuve cycliste préférée? Le Tour de Lombardie. En un mot, les JO de Paris 2024 seront Excitant. le vainqueur du Tour de France 1976, votre année de naissance. Van Impe. Ouais, c'est ça. Nicolas G, en un mot. Passionné. Voilà, merci beaucoup Nicolas G d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir écoutés et accueillis ici à France Télévisions en tout cas. Avec plaisir, merci Merci beaucoup.